On y va? Ok, alors bonjour à tous et à toutes. Pardon. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Meraglim, ces espions que Moshe a envoyés, les explorateurs que Moshe a envoyés, et comprendre un peu ce qui s'est passé dans l'histoire, ce que Moshe pensait, ce que les Meraglim ont pensé, ce qui est là où l'erreur s'est glissée, etc., etc. Et ce qu'il faut comprendre, moi, c'était une grosse erreur apparemment, soit de la part de Moshe, soit de la part de Meraglim, enfin quelque chose qui s'est passé. Donc on va juste un peu parler de cette histoire-là et essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé derrière. Et la première chose à faire, bien sûr, c'est de regarder dans le texte. Donc on va regarder dans le texte le début, l'histoire de Meraglim, qui va nous permettre donc de comprendre un peu ce qui s'est passé. Je reviens au Chumash. Ok. Donc, parasha de Shlach, Vayidaber Hashem Moshe Lemor. Hashem parle à Moshe, disant Shlach lecha anashim, envoie pour toi des gens. Veyato et Eretz Canaan, ils vont visiter la terre de Canaan. Asher ani noten livnei Israël, que je donne au peuple juif. Ish echad le mater votav, une personne par chaque tribu. Tishlechu, vous envoyez, kol nasi bahem, tous les nissim. Veshlach otam Moshe midbar Paran api Hashem. Moshe les envoie à partir du désert de Paran, c'est le point de départ. Kulam anashim, tous ces gens-là, c'était Rosh ben Israël. C'était Rosh ben Israël. Rosh ben Israël, ce sont les têtes du peuple juif. Et pour ajouter un peu à la question de ce qui s'est passé, on sait très bien que Rosh ben Israël, c'est marqué dans les Sfarim que c'est les Rachetevot de Rabbi, Resh, Bet, Yud. Donc un Rabbi, c'est Rosh ben Israël. Là, on parle de eux en tant que les rabbins, si on peut dire, du peuple juif. Rosh ben Israël. Donc ce n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, si on va regarder Rashi, on va entrer dans le Mefarshim, dans Rashi en particulier. Là, on va changer de... C'est parti, ok. Donc, Rashi nous dit, Shlach lecha, le da'atcha, c'est comme tu veux, comme tu le comprends, comme tu le sais. Ani, eni metzavel lecha, moi je ne te commanderai pas. Im tirtze shlach, si tu veux, envoie. Ce qui est intéressant parce que c'est vraiment une histoire différente, c'est-à-dire que Hachem se dit, je ne me mêle pas. À toi, Moshe, de décider. Moshe a pris la décision, qui est apparemment une décision qui n'était pas la bonne, apparemment, puisque on comprend qu'il y a eu ces erreurs. On a l'impression que Moshe savait déjà qu'il y a quelque chose qui allait se passer, puisqu'on va voir un peu plus tard que Moshe a changé le nom de Yehoshua, lui donnant une bracha particulière pour que tout se passe bien pour Yehoshua. Donc c'est que Moshe déjà avait un sentiment que les choses n'allaient pas bien tourner. En tout cas, c'est Moshe. Donc, et pourquoi est-ce que Moshe a pris cette décision? Le fils Baou Israël va à mot, parce que le peuple juif est venu chez Moshe en disant la chose suivante. Nishlecha anashim lefanenu, envoyons des gens devant. Comme c'est marqué plus tard dans Chumash Dvarim, vous vous êtes tous approchés vers moi, et vous m'avez dit envoyer des gens, etc. Moshe Nimlach Bashkina, Moshe donc a posé la question à Hachem. Est-ce que j'envoie? Est-ce que j'envoie pas? Amar il a dit, Amarti lahem sheitova, je leur ai déjà dit que la terre est bonne. C'est ce que Hachem a dit, je vais vous faire monter de la pauvreté d'Israël, etc. Et je vous amène dans un endroit qui est bien, qui est Eretz Tova ou Chava, une terre où coule le lait et le miel, etc. Donc Hachem l'a dit, moi je leur ai déjà dit que la terre est bien. Moshe a dit, qu'est-ce que je fais? Et Moshe avait aussi le même problème dans le sens où il ne savait pas trop quelle décision prendre, il n'était pas heureux, mais il s'est dit la chose suivante, il s'est dit, si je ne les envoie pas, ils vont penser qu'il y a quelque chose de pas très caché ici. Si je refuse, sinon absolument on n'envoyera pas personne. Donc Moshe se sent un peu coincé. Il demande à Hachem, Hachem dit, moi j'ai rien à dire, c'est comme tu le penses, parce que moi je leur ai déjà dit que la terre est bonne. Et donc il a dit, et moi
je vais vous donner une manière, si on peut dire, de faire une erreur par l'histoire des Meraglim, de manière Shoah, afin qu'il n'hérite pas la terre. Donc, on a une problématique de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que le peuple juif voulait? Pourquoi est-ce que Moshe était d'accord alors qu'il n'était pas d'accord et qu'il pensait que ce n'était pas bien tourné, etc. Donc, le passage continue. On a dit que donc Moshe les a envoyés à Pi Hashem, Birshuto. Pas que Hashem a dit oui, mais c'est avec la permission de Hashem. Chez lequel Hashem n'a pas retenu. Et qui l'a envoyé? Kulam Anashim, c'est des gens. Et Hashem dit Anashim, chez le Mikra, quand on parle de Anashim dans le Pasuk, Hashem Chashivut, c'est un terme d'importance, des gens importants. C'était des gens qui étaient cachés à ce moment-là. Donc des gens bien. Et malgré tout, tout a mal tourné. Alors, on a la liste des gens. Rouven, pour la tribu de Rouven, Shema ben Zachour, Shaphat ben Chouri, Kalev ben Yifune, on connaît bien, Kalev ben Yehuda, Iga ben Yosef, Hoshea ben Nun, qui va avoir son nom changé, Malti ben Rafou, Gadiel ben Sodi, Gadi ben Soussi, Amiel ben Gemali, Sato ben Michel, Narbi ben Rafsi, Gaoul Machi. Donc voilà les gens que Moshe a envoyés. Et on dit le passage dit que Moshe a changé le nom de Yoshua, il l'appelait au lieu de Hoshea ben Nun, il l'appelle Yehoshua. Et Rashi nous explique pourquoi Yehoshua. Il parlait la lave, il a prié sur lui. Yud Kei Yosheacham, etc. Donc le Hashem te sauve du conseil des Meraglim. Donc déjà, comme je disais tout à l'heure, Moshe sent qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose de pas très bien qui va se passer. Et là, ce sentiment, il se sent peut-être coincé parce qu'il ne peut pas dire non. Parce que s'il va dire non, les gens vont y avoir une révolte en disant tu caches quelque chose, tu sais quelque chose, tu ne veux pas nous dire. Donc, il a un problème. Okay? Et donc, Moshe ensuite donc, envoie les gens là, c'est Meraglim, on va mettre Rachid de côté. La tour est à Eretz Canaan. Encore une fois, et je reviens, c'est un mot important qu'on avait vu avant, et je reviens vers ce mot-là plusieurs fois. Shlach l'chanashim v'yatouru et Eretz Canaan. Ils vont regarder, visiter la terre de Canaan. Ensuite, on revient, donc Moshe les envoie. Shlach Moshe la tour et Eretz pour visiter. Shlach Moshe la tour et Eretz Canaan pour visiter la terre de Canaan. Okay? Et Moshe leur donne des instructions particulières de voir la terre, le peuple. Est-ce que ce sont des gens forts, pas forts? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Comment est-ce que la terre, c'est une bonne terre, pas une bonne terre? Est-ce que les gens sont dans des villes fortifiées ou dans des villes ouvertes, etc., etc. Vayalou, Vayatou, ils ont, donc c'était leur responsabilité de visiter. Voilà ce qui s'est passé donc à ce moment-là au niveau donc de l'histoire. Donc on connaît bien sûr le reste de l'histoire. Ils reviennent, ils vont passer 40 jours en Israël et à la fin de ces 40 jours, ils reviennent. Alors ces 40 jours correspondent au 9 Av. C'est le soir, le jour où ils reviennent. Et le soir, il y a cette réunion générale, le soir du 9 Av, réunion de tout le peuple juif, bien sûr, et ces explorateurs, ces espions, vont partager avec le peuple juif ce qu'ils ont vu. Et ils disent, c'est terrible. Les gens là-bas sont très forts, il y a des géants, on n'y arrivera jamais. Il a dit à un point où, pardon, c'est comme si on pouvait dire que les gens qui sont là-bas sont même plus forts. Les mots en hébreu sont Chazakum Menu, ils sont plus forts que nous, mais qu'on peut lire d'ailleurs, Hachem nous dit, mais Meno, plus fort que lui. Lui est en référence à Hachem. Donc ils reviennent avec cette impossibilité de rentrer en Israël, etc. Donc, encore une fois, je reviens à notre question qui est notre question de départ. Pourquoi est-ce que Moshe était d'accord? Comment est-ce que ces tzadikim, puisque comme Rachid nous dit, c'était des gens qui étaient cachers à ce moment-là. Non seulement ils étaient cachers, mais ils ont été choisis par Moshe. Et qui est-ce que Moshe a choisi? Moshe a choisi les Raché Ben Israël, les têtes du peuple juif, les Nissim du peuple juif. Donc, ce n'est pas des gens, ce n'est pas n'importe qui, ces gens-là. Et malgré tout, il y a une erreur qui s'est faite. Une erreur tellement grande qu'ils vont devoir passer 39 ans supplémentaires dans le désert avant d'entrer en Israël. Toute cette génération va devoir disparaître. D'une certaine manière, ils n'ont pas été tués sur le champ, mais d'une certaine manière, c'est pire que le Galazav.
Parce que là, il y a des gens qui sont morts sur le champ. Moshe est redescendu. Ils ont tué quelques milliers de personnes. Là, Hachem a entendu. Alors, effectivement, il a attendu. Mais il y a eu toute une génération qui a disparu. C'est une génération qui devait rentrer dans le désert. Et les Meraglim, on sait que les Meraglim, eux, ils sont morts tout de suite. Mais quand même, un point important, donc ils ont passé 39 ans dans le désert, au-delà de ça. Et pour répondre à cette histoire, un des points importants dans l'histoire, il y a un changement important dans l'histoire. Nous, on parle de Meraglim. D'ailleurs, Rachid ramène ce mot-là des Meraglim, c'est les espions. Nulle part dans le Chumash, Rachid se sert de ce pas Rachid, le Chumash se sert de ces mots-là. Je reviens à ce qu'on avait dans le Chumash. Quelle était leur mission? Leur mission, c'est Vayatoru et Teres Canaan, d'aller visiter la terre de Canaan. Et Veshlach otam Moshe, donc Hachem, c'était ce que Hachem était d'accord, la tour est Eretz, pour visiter. La tour est Eretz Canaan, visiter la terre de Canaan. C'est ce que leur mission était. En hébreu moderne, les gens qui font ça, on appelle ça, c'est des tayarim. Tayarim, c'est le mot dont on se sert pour des visiteurs. Quand on part en vacances, on est un touriste, on est des tayarim. Donc, ce que Moshe voulait leur a demandé de faire, et cela, Hachem était d'accord, et c'était leur mission, c'est pour ça qu'ils ont été choisis, c'est de faire du tourisme. Pas de l'espionnage, du tourisme. Et Moshe, c'est vrai que Moshe avait certaines questions à me demander, on n'a pas pensé à ces questions-là, etc. Mais encore une fois, ce n'était pas plus que du tourisme. Ça veut dire quoi du tourisme? Ça veut dire qu'ils devaient rester. Regarder les sites autour d'eux. Mais il y a une grande différence entre un touriste et un espion. Un espion en particulier dans le sens de ce qu'eux, ils ont pris. Un touriste, en général, c'est ce qu'on montre aux touristes, regarde les plus beaux endroits. Quand on va faire du tourisme quelque part, on ne cherche pas nécessairement à regarder les problèmes, à regarder les choses qui ne sont pas belles, etc. Au contraire, on cherche à regarder les points forts du pays qu'on va visiter, les beaux endroits, etc. Et d'ailleurs, même Rachid nous l'a dit, quand ils sont rentrés, ils ont commencé par le sud, par le Negev, qui est l'endroit le plus désolé, le moins beau. Au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus beau. Parce que justement, ce qu'on voulait qu'ils fassent, c'est qu'ils voient et qu'ils apprécient la beauté du pays. Alors, Moshe leur a effectivement donné quelques points à regarder, mais c'était surtout pour attirer leur attention sur le côté positif des choses. Encore une fois, du tourisme. Ils sont arrivés en tant que touristes, mais au lieu de rester en tant que touristes, c'est-à-dire rester concentrés sur la beauté des choses, ils se sont dit, si on est déjà là, on va en profiter pour faire un peu d'espionnage. On va faire un peu de recherche. Et en tant qu'espion, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche justement les points faibles, les points sur lesquels on peut négocier, marchander, peut-être faire du chantage des fois. Tout ce côté noir de la personne, tout ce côté difficile, compliqué, faible de l'endroit qu'on est en train de visiter, en train d'espionner, c'est ça qu'on veut voir. Les points faibles qui existent. Et donc, ils ont eu une perspective qui a complètement changé. Au lieu de partir avec la mission de Moshe, qui est donc de regarder les points forts du pays, ils ont complètement changé leur mission en disant, on va faire un peu d'espionnage. Mais pour faire de l'espionnage, il faut se focaliser sur quoi? Comme je disais, il faut se focaliser sur les points faibles. Donc il y a quelque chose qui a changé dans leur tête, et au lieu de regarder les points forts du pays, les bons points, ils ont commencé à regarder, parce que c'est ça qu'ils cherchaient, les points négatifs du pays. Et ils ont oublié qu'ils avaient une mission, ils ont oublié pourquoi est-ce qu'ils étaient là, et tout d'un coup, il y a une autre vision des choses qui se met en place. Au lieu de comprendre le positif, au lieu de voir le positif, au lieu de réagir au positif, ils sont maintenant sensibles au négatif de ce qui se passe en Israël. Et ça leur fait peur. Ça leur fait peur et ils vont décider de prendre les choses en main et de dire on ne pourra pas rentrer en Israël. Donc il y a ce changement si subtil qui s'est passé, qui s'est passé dans leur tête. Au lieu de regarder le positif, ils ont regardé le négatif. C'est d'ailleurs ce que Rachid nous dit au début de ce qui s'est passé dans l'histoire. Je vais revenir à Rachid tout au début de l'histoire. Un Rachid qu'on n'a pas fait ensemble, qui nous dit pourquoi est-ce que on a l'histoire des Meraglim qui vient après l'histoire de Myriam.
Ah, ok. Shlach lecha anashim, nous dit Rashi. Lama nismecha parashat Meraglim la parashat Miriam. Pourquoi est-ce qu'on a mis l'histoire de Meraglim juste après l'histoire de la parashat de Myriam? Et Rashi nous explique la chose suivante. Le fait chez l'acta l'eskediba, parce que Myriam a été punie pour avoir dit du mal de son frère. Chez Debra Bechel a parlé du mal de Moshe. Au Shaim Alal ou Sere Shaim là, Raou, ils ont vu ça, Velo la Moussar, ils n'ont pas appris de Moussar, ils n'ont pas appris de leçons que le Midrash nous dit. Ça veut dire quoi? Quand Myriam a dit du Lachonara, elle n'avait aucune intention de dire du mal de Moshe, on sait, Rachid nous l'avait dit déjà avant. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle en a parlé? C'était un problème de vision. Au lieu d'être focalisé sur le bien de la chose, on voit le mal. Dans l'histoire de Myriam, pourquoi est-ce que Myriam a parlé de Moshe? Il y a eu ces deux prophètes, Eldad et Medad, qui ont dit que Moshe va disparaître, et ce sera Yoshua qui va amener le peuple juif en Israël, etc. Donc, il y a ces deux prophètes-là. Myriam entend qu'il y a deux prophètes. Dit, ah, j'ai de la peine pour leur femme. Yocheved, pardon, je m'excuse. Yocheved, la femme de Moshe, entend ça. Yocheved dit, ah, j'ai de la peine pour leur femme. Myriam, qui est à côté de Yocheved, elle dit, mais pourquoi? Yocheved lui raconte. Il dit, regarde, depuis Matan Torah, mon mari et moi, on est séparés. Et Myriam va répéter ça à son frère Aaron en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Moshe a pris la décision de se séparer de sa femme? D'une certaine manière, pour qui est-ce qu'il se prend? Donc, il y a quelque chose qui a changé dans la vision de Myriam, qui a fait qu'elle a dit de la Shonara. Elle aurait pu dire, ah, certainement Moshe doit avoir une bonne raison. Certainement Hachem lui a demandé, quelle que soit la manière. Mais quand on parle du Lachon Hara, quand on parle de quelqu'un d'autre, au lieu de juger dans le mérite, on a jugé ça de manière différente. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement les faits, puisqu'on sait très bien que les faits, dans le Lachon Hara, les faits sont vrais, mais c'est la manière de juger la personne, ou bien de juger. Est-ce qu'on accepte les faits tels qu'ils sont, ou bien au contraire, on donne une interprétation qui est une interprétation négative aux faits. D'ailleurs, ça suit l'idée de Moshe Rabbeinu. On dit que la paracha de Moshe Rabbeinu, qui suit tout de suite, c'est l'histoire du fait que Moshe était l'homme le plus humble au monde. Et les rabbins nous expliquent que ça veut dire quoi l'humilité? L'humilité, ça ne veut pas dire qu'on n'est rien du tout. Ça veut dire que je sais que j'ai beaucoup de capacités, je sais que je suis ce que je suis, par exemple dans le cas de Moshe Rabbeinu, je suis le leader du peuple juif, je suis la tête du peuple juif, j'ai ma responsabilité, mais, disait Moshe, c'est là où l'humilité rentre en jeu, si quelqu'un avait les mêmes cadeaux que moi, il aurait fait encore mieux que moi. Donc, ce n'est pas une question de remettre en question les faits. Les faits sont que Moshe est la tête du peuple juif, le leader du peuple juif. Les faits que Hachem parle à Moshe face à face, comme il n'a parlé à aucun prophète. C'est des faits, et on ne peut pas nier ces faits-là. Mais qu'est-ce qui a changé dans la perspective? Qu'est-ce qui change par rapport à Moshe? Qu'est-ce qui fait que Moshe est humble? Ce n'est pas qu'il remet les questions en disant ah, qui suis-je, je ne suis rien du tout, etc. Non, Moshe est au courant des faits. Mais c'est l'interprétation qu'on va donner aux faits. Et Moshe donne une interprétation des plus humbles et positives, dans le sens où il se dit, si quelqu'un avait eu les mêmes cadeaux que moi, né avec les mêmes parents, né avec les mêmes bénédictions, avec la même âme que j'ai, cette personne aurait fait encore mieux. C'est comme ça que moi, dit Moshe, j'interprète les faits. Je suis quelqu'un de très spécial. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un avec les mêmes cadeaux, les mêmes chances que moi, les mêmes opportunités que moi, n'aurait pas fait mieux. Et donc, c'est une interprétation des faits. Comment est-ce que je lis les faits? Myriam, c'était la même chose. Et c'est l'histoire aussi des Meraglim. C'est ça le Lachon Hara. Comment est-ce qu'ils ont interprété les faits? D'où est-ce qu'est venue cette interprétation des faits? Parce qu'ils ont pris les choses en main en disant on va pas être juste des touristes à regarder le positif et être admiratif devant le positif et la beauté de la terre d'Israël. On va devenir des espions, ce qui veut dire qu'on va chercher la petite bête. On va chercher les problèmes. Et c'est parce qu'ils ont changé cette attitude-là, qu'ils ont changé leur mission et que tout a dérapé. Et quand Moshe a changé ça, quand Moshe les a envoyés, il les a envoyés avec une autre mission. Il a dit, je ne veux pas que vous soyez des espions, je veux que vous soyez des touristes. Restez concentrés sur le positif. Et même si Moshe n'était pas à 100% en confiance, il s'est dit, bon, tant qu'il reste dans le positif, tout va bien se passer. Le problème, c'est qu'ils ont changé justement la mission de Moshe. Et quand la raison pour laquelle je vais te poser la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que Moshe apparemment sentait quelque chose qui allait se passer et qu'il a donné une bénédiction particulière à Yoshua, que Hachem le sauve du conseil des Nevi'im, ce n'était pas nécessairement qu'il le sauve du Lachon Hara des Meraglim, mais de Etzat HaMeraglim,
c'est-à-dire de leur pensée. Cette idée-là de devenir tout d'un coup des espions, qu'Hachem te sauve de ça. C'est-à-dire ne change pas d'opinion, ne change pas ta mission, et surtout ne cherche pas à chercher la petite bête, à chercher le problème. Ce n'est pas pour ça que vous êtes envoyé, ce n'est pas votre mission. Votre mission est au contraire de regarder et de rester concentré sur le positif. Le moment où vous regardez le négatif, le moment où vous allez donner au négatif son importance, et vous allez expliquer tous les problèmes par l'intermédiaire du négatif, tout va se casser la figure. Et c'est pour ça que quand Moshe a fait, il savait très bien qu'il s'agissait d'être tzadikim. Et il avait un certain degré de confiance. Peut-être pas à 100%, mais il avait un certain degré de confiance. Ce qui n'a pas été anticipé, c'est qu'ils allaient complètement changer de mission. Au lieu de rester concentrés sur le positif, qu'ils allaient tout d'un coup virer dans le négatif. Et dans l'interprétation des faits, et ils reviennent en disant on n'a pas fait ce que Hachem nous a demandé de faire, ce que Moshe nous a demandé de faire, on va vous donner notre interprétation des faits à nous. Moshe ne nous a pas demandé d'interpréter les faits, Moshe nous a demandé juste d'être admiratif, si on peut dire, de la beauté d'Israël, de regarder le positif. Nous, on a des idées à nous. On a notre interprétation des faits, on a nos idées à nous, et on va vous donner ce qui va se passer. Et l'idée, le résultat, c'est bien sûr qu'ils se sont fait peur à eux-mêmes en disant on ne pourra jamais arriver en Israël. C'est pas pour nous. C'est trop compliqué, c'est trop dur, même Hachem ne pourra pas y arriver, etc., etc. Donc ça, c'est première leçon, ou même, je dirais même deux leçons. Première leçon est rester fidèle à la mission que Moshe nous a donnée. Parce que si on ne reste pas fidèle à la mission que Moshe nous a donnée, on se fait peur. On se fait peur et on détruit ce qu'on est censé bâtir. Et ça, c'est vrai pour toutes les missions. C'est vrai pour tellement de choses dans la vie. Combien de fois on a devant nous l'opportunité, on a peur de l'opportunité, et on se fait peur à soi-même, tout en sachant que c'est bien la bonne chose qu'il fallait faire. Quelle est la tzlacha des shluchim? À chaque fois, ils disent, quand on demande les shluchim, comment est-ce que vous avez tellement de succès, bâti tout ça, on dit c'est la bracha du rabbi. C'est-à-dire quoi? Que si c'est moi qui avais réfléchi, je me serais fait peur, je ne serais jamais parti dans un endroit isolé, au fin fond de l'Afrique, ou je ne sais pas où, et ouvrir un bet rabat, et que ça fleurisse. Je me serais fait peur, et j'aurais eu raison. Mais je ne réfléchis pas. Je dis, je pars en mission de Moshe, le rabbi m'a envoyé là-bas, et je fais le travail de Moshe, tout va bien se passer parce que ce n'est pas moi. Moi, je ne suis là que pour faire avancer ce que Dieu attend de nous. Mais souvent, on se fait peur. Ça peut être pour d'autres choses. Ça peut être pour un travail, ça peut être de demander Shabbat. On a besoin de prendre au travail. Il y a des gens pour qui prendre la journée pour Shabbat ou pour vendredi soir, c'est compliqué, on se fait peur. Il y a des gens pour qui aller en Mifsaim, demander aux gens, excusez-moi, est-ce que vous voulez mettre les tefilines? On se fait peur. Comment est-ce que les gens vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont dire? On se fait peur à soi. Ça peut être comment est-ce que je veux payer pour l'école juive. Mais des fois, on a peur de notre mission et on n'arrive pas parce qu'on se fait peur. Et donc ça, c'est une leçon importante. Il faut comprendre qu'on est là pour faire le travail que Hachem nous a demandé. Donc ce n'est pas notre idée à nous. Après, on peut remettre en question ce que j'ai raison, ce que j'ai tort. C'est la mission que Hachem nous a donnée par l'intermédiaire de Moshe dans ce cas-là. Et donc, on a besoin de faire ce qu'on a besoin de faire, de continuer à avancer. Comme l'histoire, par exemple, de Nachshon et Aminadav. Nachshon et Aminadav est la personne qui, devant la mer Rouge, quand le peuple juif était coincé avec la mer Rouge devant les Égyptiens derrière, Nachshon et Aminadav a dit, écoute, c'est vrai qu'on a la mer devant, mais on a une mission à faire. On est censé avancer vers le mont Sinaï. Et donc, on va avancer. Et on verra ce qui va se passer. Ce n'est pas notre responsabilité. À nous d'avancer. Eh bien, c'est donc la première leçon. Si Moshe nous a donné une mission, Hachem nous a donné une mission, à nous d'avancer, à nous de prendre cette mission et de travailler. Et donc, il faut rester fidèle à ce message-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que les Meraglim ont changé de mission. On a dit que c'était des tzadikim. On a dit que c'était des gens ksharim, même Rashi nous dit, ksharim, tzadikim, Rachel fait ben Israël, etc. Qu'est-ce qui les a motivés, peut-être dans leur subconscient, de vouloir chercher quelque chose de négatif dans la terre d'Israël? Mais l'Alter Rebbe, l'Admor HaZaken, dans l'Écoute Torah, explique la problématique des Meraglim. Les Meraglim étaient dans un monde que l'Admor HaZaken appelle le monde de Marshava, le monde de la pensée. La vie dans le désert était un paradis idéal pour les gens qui aiment vivre dans le monde de la pensée. On pourrait appeler ça de nos jours les intellectuels, les académiques, les académiciens,
qui restent dans leur tour d'ivoire à réfléchir. Le problème de leur réflexion, c'est que des fois, leur réflexion est détachée de l'action de ce qu'on appelle peut-être la vie réelle. Donc, on a des théories, et on se dispute, on fait tout un pile-poule sur les théories, mais les théories ne sont peut-être pas toujours en accord avec la réalité sur le terrain. Mais ces Meraglim-là étaient dans ce monde-là, dans le monde de la pensée, dans le monde de la théorie, dans le monde académique. Et ils se sont dit la chose suivante, et c'est malheureusement l'histoire qui se répète assez souvent. Ils se sont dit que si on va rentrer en Israël, tout d'un coup, on va devoir quitter le monde de la pensée pour vivre dans le monde de l'action. Parce que dans le désert, il faut réfléchir un peu à leur vie de tous les jours. Leur vie de tous les jours, c'était quoi? Il n'y avait pas de travail. Ils n'avaient pas besoin de gagner leur vie. Ils n'avaient pas besoin de produire à manger, puisqu'il y avait la manne qui tombait tous les jours. Ils n'avaient pas besoin d'argent. D'abord, ils en avaient plein. Puis d'autre part, il n'y avait rien à dépenser, si on peut dire. Donc, il n'y avait pas besoin de vivre la vie telle qu'on la connaît de nos jours. Où il faut gagner sa vie, produire pour pouvoir vivre sa vie. Dans le désert, il n'y avait pas tout ça. Dans le désert, c'était la vie au kollel, à la yeshiva, dans un monde de pensée, de réflexion, d'un monde intellectuel, détaché plus ou moins de l'action. Je dis tout plus ou moins de l'action parce que bien sûr, il y avait des actions. Il y avait des mitzvot qui faisaient dans le désert. Donc même si c'est vrai que c'est marqué dans la Chassidoute, la Admoraza Kennedy, qu'il ne voulait pas rentrer dans un monde de l'action, il y avait des actions, il y avait des mitzvot qui faisaient dans le désert. Mais c'était détaché d'une réalité, je veux dire concrète, ou bien une réalité qu'on connaît, qui est celle où on a besoin de gagner sa vie, il faut aller au travail, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe quand on a besoin de faire tout ça? On a une discussion dans la Gemara entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Rabbi Shimon, pardon. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Shmuel. Rabbi Shimon Bar Yochai disait qu'il faut étudier la Torah toute la journée. Parce que si on va travailler, Torah Matéala, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Comment est-ce qu'on peut abandonner la Torah pour aller travailler? Et le résultat, on le connaît. On a rarement du temps pour étudier comme il faut. On est toujours à la course, le travail, etc., même qu'on prend quelques minutes. Des fois, on s'endort en étudiant ou autre chose parce qu'on est fatigué. Il y avait un certain Rav qui avait écrit dans un sefer, il ne voulait pas d'écrire de Sfarim. Et pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas écrire de Sfarim? Il dit les gens, dans la semaine, n'ont pas le temps d'étudier. Shabbat, on s'assied avec un sefer, on ouvre le sefer et on s'endort tout de suite. Il dit pourquoi est-ce que j'ai besoin d'écrire un sefer pour que les gens puissent s'endormir? Parce que c'est souvent la réalité. Toute la semaine, on a du mal à trouver du temps pour étudier. Quand c'est Shabbat, on est tellement fatigué, même si on veut faire un effort, des fois on s'endort, etc. On a du mal. Qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Si c'est la vie qu'on vit tous les jours, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? C'est pas facile de prendre du temps d'étudier la Torah. Et non seulement c'est pas facile de prendre du temps pour étudier la Torah, mais même la qualité de l'étude n'est pas la même. Quand on sait qu'on a des rendez-vous, qu'on doit se dépêcher, etc., on ne peut pas vraiment s'impliquer. C'est difficile. C'est difficile à tellement de niveaux. Alors que quand on est Bachour à l'Eshiva, on est ou bien un vrai Chokonel, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a que la Torah. Et donc, on peut étudier en profondeur. On n'a pas la tête qui va dans mille directions, on n'a pas besoin de penser à autre chose, etc. On peut dédier sa vie à la Torah. Spécialement, même si ce n'est pas toujours la vraie pour les collèles de nos jours, on ne gagne pas tellement bien sa vie, on a peut-être des soucis d'argent. Mais dans le désert, ils n'avaient pas de soucis d'argent. Donc, non seulement ils étaient au collèle, mais ils étaient au collèle sans aucun souci d'argent. Ni eux, ni le Roche Collèle. Les billes et les factures étaient toujours payées. Il y avait tout ce qu'il fallait et en abondance. Donc, on pouvait vraiment dédier sa vie à la Torah. Et comme Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si on va devoir travailler, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah? Combien de gens trouvent plus facile de faire Shabbat s'ils n'ont pas besoin de travailler et gagner leur vie? Combien de gens donnent leur excuse en disant si je ferme mon magasin le samedi, c'est le meilleur jour de la journée? Ou bien comment est-ce que je peux dire à mon patron au bureau que je dois partir le vendredi après-midi pendant l'hiver à 2 heures de l'après-midi ou à 3 heures? Je ne peux pas dire ça tous les jours. Et après, il y a les Yom Tov. Imagine le mois Tishri l'année prochaine, le Tishri, ça tombe lundi. Tous les Yom Tovim, lundi, mardi. Ça veut dire que lundi, mardi, on n'est pas là. Il reste mercredi, jeudi. Vendredi, on doit partir plus tôt. Et ça pendant 3 semaines d'affilée. La semaine d'après, c'est avec un Yom Kippour au milieu de la semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas facile. Ça aurait été beaucoup plus facile si on vivait dans un environnement qui n'a pas besoin de tout ça. Et donc, ces gens-là, dans le monde de la pensée, on dit on préfère de loin rester dans le désert.
C'est une vie beaucoup plus tranquille. Une vie où on peut se dédier à la spiritualité, on peut se dédier à la Torah, on peut se dédier à l'étude de la Torah et à Hachem. Qu'est-ce qui va se passer si on rentre en Israël? Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas juste pour eux. C'était quel est l'avenir du judaïsme? Et il faut comprendre que dans le judaïsme, maintenant, c'est la première génération. C'est tout nouveau, c'est tout frais. Si on n'a pas des bonnes bases, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que le judaïsme va survivre? Cette idée révolutionnaire où Hachem a parlé pour changer le monde, est-ce que cette idée va disparaître? Est-ce qu'on va s'assimiler dans la course à l'argent, la course au travail, etc.? Est-ce qu'on ne va pas perdre l'essence de la Torah? Et donc, ils ont décidé de prendre les choses en main. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était ça leur erreur. Leur erreur, c'est de prendre responsabilité, si on peut dire, du futur du peuple juif, sans avoir confiance à Hachem, sans avoir confiance à Moshe. Ils se sont écartés de ce qu'on leur a demandé, de ce qu'il fallait faire. Et c'est cet écart, justement, c'est cet écart, justement, du message de Hachem qui a causé tous les problèmes. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Quand on veut étudier la Torah, mais que si on voit le monde détaché de la réalité de la Torah, c'est qu'il y a un problème dans mon étude de la Torah. Si je pense que la Torah me dit qu'il faut faire Shabbat, mais que le monde est en conflit avec Shabbat, quelle est ma vision du monde? Qu'est-ce que ça veut dire ma vision du monde? Ça veut dire que j'ai un monde maintenant, un monde de dualité. Il y a la Torah, il y a Hachem, et de l'autre côté, il y a un monde. Et le monde et la Torah ne sont pas nécessairement en accord. Il y a un désaccord. Le monde me dit, attention, faire Shabbat, c'est compliqué, et la Torah me dit, il faut faire Shabbat. Mais si j'étudie la Torah comme ça, si j'étudie la Torah en mettant en parallèle, ou en conflit peut-être, mais conflit, ça veut dire qu'il y a une relation. Ce que le monde attend de moi, est-ce que la Torah attend de moi, ça veut dire que dans mon étude de la Torah, il y a un problème. C'est que mon étude de la Torah n'est pas une réalité absolue, n'est pas une vérité absolue. Parce que je pense qu'il y a d'autres choses qui sont aussi vraies et importantes. Je dois gérer mon patron, je dois gérer la réalité du monde. Ça veut dire que mon étude de la Torah n'est pas absolue. Il est possible dans ma tête, quelque part, que la Torah ne s'applique pas dans les situations. Que la Torah n'est pas l'entité qui va gérer ma vision du monde. C'est-à-dire que dans mon étude de ma Torah, il y a un problème. J'ai quelque chose qui me manque, j'ai une vérité, un absolu dans mon étude de la Torah, dans ma vision de la Torah, qui n'est pas parfaite. Et à partir de ce moment-là, il y a cette ouverture, si on peut dire, où la Torah me dit, pas la Torah, ma vision de la Torah, dit, oui, peut-être que j'ai besoin de faire un compromis quelque part, ou bien j'ai besoin de faire un sacrifice dans le sens où c'est pas toujours facile et ça va pas toujours ensemble, c'est que dans mon étude de la Torah, j'ai un problème avec ma relation avec Hachem. J'ai un problème dans ma vision du monde. J'ai un problème dans ma compréhension du monde. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Je ne parle pas de facilité. Je parle de remise en question de la véracité de la Torah. On va dire, oui, il y a des cas où ce n'est pas possible. Il y a des cas où c'est différent. Il y a des cas où il faut faire un compromis. Si c'est ma manière de voir les choses, c'est qu'il y a un problème dans mon étude de la Torah. S'il y a une possibilité dans ma tête, ou peut-être que je ne pourrais pas accomplir ce que la Torah me demande, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans mon étude de la Torah, dans mon approche à l'étude de la Torah. Ce n'est même pas nécessairement l'étude de la Torah, parce que peut-être que mon étude est bien comme il faut, j'étudie la Gemara comme il faut, etc. Mais c'est ma perception de la Torah. Est-ce que la Torah est une vérité absolue, ou bien est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui s'oppose, qui va contraire à la Torah, qui fait que il est peut-être possible de ne pas accomplir ce que la Torah me dit. Et ça peut être à plein de niveaux. Mais au niveau le plus profond, c'est une remise en question de la vérité de la Torah. Et par vérité, j'entends un absolu. Parce que quelque chose qui est vrai, vraiment vrai, avec un V majuscule, c'est quelque chose qui est absolu. Si je dis quelque chose qui n'est pas absolu, par exemple, je dis aujourd'hui, on est lundi. Est-ce que c'est vrai? C'est pas faux pour aujourd'hui.
Mais est-ce que je peux répéter la même phrase demain? Demain, mardi, je ne pourrai pas répéter la phrase aujourd'hui, on est lundi. Ce ne sera plus vrai. Ce sera vrai la semaine prochaine, encore une fois, lundi. Et donc, ce n'est pas une vérité absolue. C'est une vérité relative. C'est vrai qu'aujourd'hui, pendant 24 heures, on est lundi. Mais demain, je ne pourrai pas répéter la même phrase. Quelque chose qui est vraiment vrai, c'est quelque chose qui doit être toujours constant. Quelle que soit la situation, quel que soit l'endroit, le temps, l'époque, etc., c'est quelque chose qui est vrai. Ça, c'est quand quelque chose est vraiment vrai. Okay? Qu'il y a un ordinateur en face de moi, c'est vrai, mais c'est vrai pour l'instant. Je peux me lever, partir quand je veux. Que le monde existe, c'est vrai, mais ça n'existait pas avant la création du monde. Donc c'est vrai d'une certaine manière pendant, ça fait 5781 ans que le monde est vrai. Mais avant, ça n'était pas vrai. Et donc, dans ce cas-là, si ça n'était pas vrai avant, ça n'existe pas toujours. Donc ce n'est pas une réalité. Si ça n'a pas toujours existé, ça ne va pas toujours exister, ce n'est pas une réalité vraie. Ce n'est pas quelque chose d'essentiellement vrai. Vrai, c'est quelque chose qui est absolu. D'ailleurs, le Mishnah nous dit, en parlant d'eau, il y a certaines eaux qu'on peut se servir pour un mikveh, etc. La Mishnah dans Mikvaot parle de maïm à kozvim, des eaux mensongères. C'est quoi ces eaux mensongères? Ce sont des rivières qui, une fois tous les 7 ans, sèchent, sont desséchées. Et à partir du moment où elles se dessèchent de temps en temps, une fois tous les 7 ans, ça nous donne l'impression que c'est toujours là, mais ce n'est pas toujours là. Donc c'est mensonger. Ce n'est pas la vérité. Donc les concepts de vérité, c'est quelque chose qui est absolu. La personne qui était le représentant de cette vérité, de l'idée de Emet, c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que ces Meraglim-là, quand on a dit qu'ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'ils avaient un problème au niveau de leur vérité. Ils avaient un problème au niveau de leur dévouement à la vérité. Est-ce que ce sont des gens qui étaient vraiment 100% liés à la vérité de la Torah, à la vérité de Hachem et donc à la vérité de Moshe Rabbeinu? Ou bien c'était des gens pour qui les choses étaient plus ou moins relatives, aléatoires. Il n'y avait pas d'absolu dans le judaïsme et dans la l'étude de la Torah. Et à partir du moment où il y a ce détachement entre les deux, on a le problème de l'histoire des miracles, qui fait que il y a quelque chose qui peut clocher. On peut changer sa manière de voir les choses. On peut voir un conflit entre la Torah et le monde et donc se décider en disant j'ai un choix à faire. Et le choix que le Meraglim ont fait, il dit on va rester dans notre tour d'ivoire, on va rester dans notre bulle, on va rester dans notre monde de la pensée, notre monde de l'académie, discuter tout ça en théorie, faire un peu de pratique, mais on a peur qu'il n'y aura pas un lien qui va se passer directement de la pensée, la réflexion à l'action. Parce que pour nous, dans notre tête, ce n'est pas évident. Et si pour nous, ce n'est pas évident, il peut y avoir effectivement ce blocage qui va se faire en sorte que on ne pourra pas traduire nécessairement tout ce qui est pensé en action. Je vais donner un exemple avec l'introduction que on parle de tzadikim, et c'est juste une idée, comment dire, un continu, et la même idée existe à des madrigotes différentes. Et on parle de grands tzadikim, mais je vais vous raconter une histoire d'un tzadik, et je veux dire, je ne veux pas montrer ça comme manque de respect, chas v'shalom. L'Admour Emtsei, le Meter Rebbe, avait une fois arrêté une yichidout. Il avait reçu des gens, et tout d'un coup, au milieu de la journée, il arrête tous les rendez-vous. Il informe son gaba, il a dit arrête tous les rendez-vous. Et les gens étaient un peu étonnés, surpris. Et tout d'un coup, ils entendent le Meter Rebbe en train de réciter des Teilim, mais en pleurant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le Meter Rebbe n'a rien dit, il a juste arrêté tous les rendez-vous. Et on entend à travers la porte, par la fenêtre d'un côté, la porte de l'autre, qu'il est en train de faire les télim, de réciter les télim, et de pleurer, etc. Et je ne sais pas ce que c'était, peut-être qu'il a vu une xéra,
en haut, au ciel, quand quelque chose chante contre le peuple juif, et donc tout le monde s'est mis à faire les Teilim, à pleurer, etc. Alors, le Mittler Rebbe a dit à son Gaba, tu peux refaire les Chidut. Tu peux renvoyer les gens, on continue les rendez-vous. Et une fois que la journée s'est passée, qu'il y a eu les rendez-vous, il a expliqué la chose suivante. Il dit, voilà, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre chez moi avec une Avera, je cherche en moi la même Avera que cette personne a faite. Alors bien sûr, ça a des niveaux différents. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, le jour où il a arrêté donc les rendez-vous tout d'un coup au milieu de la journée, il y a quelqu'un qui est rentré chez moi, qui a fait une Avera tellement basse que je n'arrivais pas à trouver en moi l'équivalent de cette Avera. Et donc, c'est pour ça que j'ai arrêté tous les rendez-vous et que je me suis mis à faire des Teilim pour chercher en moi, trouver en moi cette même idée-là que la personne qui a fait cette Avera. Et j'ai trouvé, et une fois que j'ai trouvé, j'ai pu aider cette personne-là et on a pu reprendre mon rendez-vous. Je raconte cette histoire pour montrer que même chez les tzadikim, il y a un équivalent de manière très très raffinée, très fine, très subtile, d'autres avérotes. Et donc l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire avec Rabbi Elimelech de Lizensk et son frère Rabbi Zouché. Mais je montre cette histoire pour illustrer le détachement qu'il peut y avoir des fois entre la théorie et la réalité, pas Chaz Shalom pour montrer un défaut chez Rabbi Elimelech ou Rabbi Zouché, mais pour illustrer la différence entre la pensée et la pensée qui se traduit directement dans l'action. Et là, on parle de leur madrigat à eux, et bien sûr, après, à nous de rabaisser ça dans nos madrigot à nous. L'histoire est l'histoire suivante, et peut-être que certains ici l'ont déjà entendu de moi. Une fois, Rabbi Elimelech et Rabbi Zouché, qui pendant des années ont voyagé à travers les villages d'Ukraine, ont été arrêtés par un agent de police dans un petit village qui pensait que c'était des vagabonds, des clochards, et les a mis donc dans la cellule commune, une grande pièce avec tous les prisonniers du village, l'ivrogne du village, le voleur du village, etc. Donc il passe la nuit là-bas, il se lève le matin, et Rabbi Elimelech veut faire cette fila. Mais il se rend compte qu'au milieu de la pièce, il y a un pot de chambre. Donc impossible de prier, on n'a pas le droit de prier avec ce pot-là qui servait de pot de chambre. Et il est très perturbé. Il dit à son frère Rabbi Zouché, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il est vraiment, ça le rend mal, il dit qu'on ne sait pas combien de temps on va rester là-bas, peut-être qu'on va rater l'heure de chemin, peut-être qu'on va rater l'heure de la tfila, peut-être qu'on va rester ici toute la journée jusqu'au coucher du soleil, on ne pourra pas, toute la journée, on n'aura pas pu prier, étudier la Torah, mettre les tfilines. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est vraiment, vraiment il n'est pas bien. Rabbi Zouché qui le regarde, il dit, mais je ne comprends pas ton problème. Il dit, mais comment ça tu ne comprends pas mon problème? Va savoir si on pourra mettre les tfilines, si on pourra prier, si on pourra faire la shema, c'est mitzvah d'oraita, tfilines, c'est mitzvah de la Torah. Qu'est-ce qu'on va faire? Et Rabbi Zouché qui dit, mais le même Hachem qui nous a demandé de mettre les tfilines, nous a demandé de faire shema, de prier, nous a dit, s'il y a un pot de chambre, vous ne priez pas. Donc, on va faire la mitzvah de Hachem. Donc, quoi qu'il arrive, on fait la mitzvah d'Hachem. Et si c'est dans ce cas-là, non seulement on va faire la mitzvah d'Hachem, d'ailleurs, on va faire une mitzvah qu'on ne fait pas très souvent, ou qu'on ne fait jamais. Et donc, c'est une opportunité d'être joyeux, de faire une mitzvah que Baruch Hashem, on a rarement l'opportunité de faire. Et ils se sont mis à danser. Et Rabbi Elmer danse avec son frère, et les goïms qui sont dans la pièce voient ça. Et bon, on n'a pas souvent de fun dans une prison, on va joindre, tout le monde se met à chanter et à danser. Le joaillier de l'autre côté entend qu'un peu c'est le balagan à l'intérieur de la prison, ouvre la porte, il attrape le premier type qui passe devant lui, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout le monde s'est mis à danser et à chanter? Il dit, je ne sais pas, un truc avec ces deux juifs, le pot de chambre, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais bon, nous on fait la fête. Le joaillier dit, c'est sexy, c'est comme ça, j'enlève le pot de chambre. Et il a enlevé le pot de chambre, ils ont pu donc bien sûr prier. D'ailleurs, on dit que c'est grâce à leur joie, la simcha qu'ils ont eue, que leur problème a été résolu. Mais pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Pour Rabbi Elimelech, à son niveau encore une fois, et avec tout le kavod, etc., d'être, de pas, je ne veux pas être pogard dans le kavod de Rabbi Elimelech, du tout. Ça, sa madriga, lui, à son niveau à lui, il y avait, si on peut dire, un conflit entre faire ce que Hachem attend de moi et la réalité devant moi. Et donc, il est coincé. Et Rabbi Zouché, son frère, lui a dit, mais non, il ne peut pas y avoir de conflit entre le monde et Hachem. C'est impossible. Si la Torah est vraie, il ne peut pas y avoir quelque chose qui existe dans le monde qui va être un conflit avec la Torah.
à moins que la Torah ne soit pas vraie. Ça, c'est autre chose. Mais si la Torah est vraie, il n'y a pas de conflit possible. Donc peut-être qu'il faudra tourner la page pour voir qu'est-ce que la halakha dans Shulchan Aruch d'après nous dit. Peut-être que c'est un cas qu'on n'a pas encore pensé, réfléchi, etc. Mais quoi qu'il arrive, on passe directement de mon étude de la Torah et pour l'action. Il n'y a pas un détachement possible entre mon action et l'étude de la Torah. C'est-à-dire que je vis dans un monde où la Torah doit être un absolu. Et ça, c'est un message important à nous tous. Est-ce qu'on a vraiment cette confiance en nous et en la Torah? Ou bien, est-ce qu'on a moins confiance en la Torah qu'on a confiance dans le monde? Et on a tellement d'histoires de gens qui ont, et malheureusement, on le vit tous les jours, que ce sont des gens qui ont un Nisayon pour faire Shabbat. Ou autre chose. Est-ce qu'on a cette confiance ou pas? On raconte qu'une fois le Rav Yoel Kahn, d'ailleurs il a besoin d'une refoua shlema, le Rav Yoel Akohen Ben Rivka, il a une refoua shlema, une fois il attendait le bus, il était à New York, il attendait le bus. Et quelqu'un d'autre à côté de lui, aussi qui attendait le bus, et ils se mettent à parler. Il dit, ah, ça fait longtemps, on attend le bus, on attend le bus. Et, et donc, il bavarde, et puis à un moment, ce monsieur qui dit au Rav Yoel Kahn, j'ai l'impression que ce bus est comme un chiach, il se fait attendre. Le Rav Yoel Kahn qui dit, je ne comprends pas, il dit, Mashiach, que Mashiach arrive, c'est sûr. La Torah nous dit que Mashiach va arriver. Il n'y a aucun doute que Mashiach va arriver. Le bus, on va savoir si le bus va arriver ou pas. Est-ce que le bus va arriver? Peut-être que le bus va jamais arriver. On ne sait pas. Mais Mashiach, c'est sûr. La Torah nous dit que Mashiach va arriver. Quand ce monsieur a entendu ça, il a rigolé. Il dit, est-ce que vous devez être un Lubavitch alors? Et ce qui est effectivement bien sûr le cas. Et pourquoi? Parce que pour le Rav Kahn, que Mashiach arrive, si c'est marqué dans la Torah, c'est que c'est sûr que ça va se passer. Il n'y a pas de doute à avoir. C'est une réalité. Parce que c'est la Torah qui nous dit, donc il n'y a pas de, dans mon attente du bus, Mashiach, c'est sûr qu'il va arriver. Il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'on a cette conviction à tous les niveaux? Est-ce qu'on a peur des fois de demander à son patron une journée pour Yom Tov? Et on va le faire. Mais est-ce qu'on se sent un peu intimidé? Est-ce qu'on se sent un peu intimidé quand, ou bien on a peur, qu'est-ce qui va se passer quand on a besoin de mettre les enfants dans les écoles juives et qu'il faut payer cher? Est-ce qu'on a des problèmes au niveau de, quelle que soit la mitzvah qu'il puisse avoir? Ça peut être au niveau de Shalom Bayit, ça peut être au niveau d'autres choses. La Torah me dit d'être gentil avec ma femme ou avec mon mari. Mais la personne en face de moi me rend les choses difficiles. Est-ce que ça change quelque chose à ma mitzvah? Moi, en tant qu'époux, je dois être gentil pour mon épouse. C'est une halakha, c'est une mitzvah. Que la personne en face de moi soit gentille ou pas, ça ne change rien à ma responsabilité. Est-ce qu'on le voit comme ça? Ça, c'est au niveau de l'action. Et au niveau de l'étude, est-ce que quand j'étudie quelque chose, est-ce que je suis absolument 100% sûr que ce que j'étudie, c'est la vérité? Et est-ce que dans ma tête, même si encore une fois il y a des conflits, il y a des difficultés, mais est-ce que dans ma tête, si j'étudie quelque chose, je vais absolument le mettre en pratique? Ou bien est-ce que c'est possible que j'étudie quelque chose et que plus tard je ferme le Sefer, il n'y a rien qui a changé en moi? Parce que je n'étudiais pas pour mettre en pratique, j'étudiais pour étudier. Et donc ça ne veut pas nécessairement changer. Donc est-ce qu'on a vraiment ce lien qui est à 100% absolu entre mon étude de la Torah et mon action? Et ça, c'est une des leçons de l'histoire de Meraglim. Qu'il faut que quand on étudie la Torah, dans ma tête, automatiquement, si j'étudie quelque chose dans la Torah, c'est qu'il y a quelque chose en moi, dans mon action, dans ma vie, qui va changer. La Torah va changer ma vie. Quel que soit le niveau. Quand j'étudie, c'est pour appliquer. Et dans mon application, est-ce que je vis un monde où il n'y a que Hachem et la Torah, ou bien je vis un monde partagé, où il y a plusieurs pouvoirs, des choses qui ont un pouvoir sur moi. Et ça nous détermine quelle est notre vérité ou quelle est notre vérité. Combien est-ce que la Torah est absolue pour moi? Est-ce que la Torah est absolue pour moi? Et la personne qui représentait ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et la manière dont on peut être le plus sûr de faire ce qu'il faut, la manière dont on peut être le plus sûr qu'on fait vraiment ce que Hachem attend de nous, c'est en écoutant Moshe Rabbeinu.
chaque génération a son Moshe Rabbeinu. Quand on écoute ce que le Rabbi nous demande de faire, on peut être sûr que ce qu'on fait, c'est vraiment ce qu'il faut faire et c'est vraiment le message de ce que Hachem nous demande de faire. Donc, grande leçon, si on peut dire, de cette paracha, écoutez Moshe Rabbeinu, ne pas changer la mission qu'il nous a donnée, de ne pas décider de prendre en main, on sait mieux que si Moshe savait que dans mes circonstances, il aurait changé d'avis, etc. Non, au contraire. Et quand on a cette force-là, quand on a cette force de se mettre de côté, de ne pas se faire peur, au contraire, de dire, bon, si Moshe me l'a demandé, c'est ce qu'il faut faire, et je le fais, on est sûr d'être dans le monde de la vérité. Quand on étudie la Torah, avec l'idée que la Torah, c'est pas juste dire des mots, mais pour avoir une influence sur nous, c'est quelque chose de vrai ici. Je vais finir avec une histoire. J'avais une fois chez moi un certain chassid qui était venu à Miami pour donner des conférences. Et il a fait un festin pour Yotet Kislev. Il a fait un Fabrigan et il était chez moi, il dormait chez moi. Donc le Fabrigan de Yotet Kislev, c'est fini. Il est rentré, il est à peu près 2 heures du matin, et il se met à étudier. Et je le vois en train de s'endormir sur le canapé. Il s'appelle Rav Shmuel, c'est Rav Shmuel Lowe, d'Angleterre, de Londres. J'ai dit, Rav Shmuel, allez vous dormir, allez vous reposer. Il venait d'arriver d'Angleterre, donc il était dans le décalage horaire. C'était 2 heures du matin, donc en Angleterre c'était 7 heures du matin, il n'avait pas dormi la nuit, plus il avait voyagé, etc. Je lui ai dit, allez vous dormir, allez dormir. Et il m'a répondu, je viens de dire à tout le monde, au Fabrigan, je passais des heures à leur dire qu'il faut étudier la Torah, moi je vais aller dormir, je ne peux pas faire une chose pareille. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui effectivement vit dans un monde de vérité. Il ne peut pas dire une chose et faire quelque chose de différent. Avec les meilleures raisons du monde. Il a besoin d'aller dormir, de se reposer. Donc, pas dire, voilà, je vais dire aux gens d'étudier la Torah et moi, je vais aller dormir. Ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent. Donc, on est une vie cohérente, une vie où la Torah et Hachem et Moshe Rabbeinu de notre génération soient notre vérité à nous, la vérité de notre existence et de notre vie. Et Bezrat Hachem, on pourra faire ce que n'ont pas pu faire, c'est rentrer en Israël avec la nuit du Mashiach très très bientôt. Voilà, s'il y a des questions, on peut les prendre. Non. Ok, alors bonne soirée. Au revoir.